Dernière présentation, donc, c'est Laurence Castello qui est infirmière hospitalo-universitaire et Mélinda Arma qui est infirmière en pratique avancée sur les infirmiers en pratique avancée. Merci. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais faire un petit rappel en fait, sur ce que c'est la pratique avancée pour présenter un petit peu à tout le monde ce nouveau métier. Et Mélinda fera en fait une explication de ce qui se passe concrètement sur Nice actuellement avec les IPA. Les IPA, donc, c'est un diplôme qui existe depuis 2018 en fait. On regarde un contexte en fait médical avec une pénurie de médecins, des pathologies chroniques qui augmentent, un vieillissement de la population. Donc du coup, les IPA sont arrivés, notamment après l'universitarisation des études infirmières. Le rapport Berland surtout qui a dit qu'il fallait qu'il existe des métiers entre le bac plus 3 infirmier et le bac plus 12 des médecins. Donc il fallait un espèce de métier intermédiaire en fait pour combler ce manque. Et donc sont arrivés en 2018 en fait les décrets de formation et d'exercice de la pratique avancée. Quel est le but de la pratique avancée? C'est améliorer l'accès aux soins ainsi que la qualité du parcours des patients en réduisant la charge de travail des médecins sur des pathologies ciblées, puisque la pratique avancée actuellement n'est que sur des pathologies chroniques stabilisées, que ce soit en psychiatrie, en pathologie chronique, en uronéphro et en cancérologie. Donc là, vous avez une définition en fait de ce que c'est la pratique avancée au niveau international. Donc c'est une infirmière qui reste une infirmière, c'est pas un petit médecin. C'est une infirmière qui a développé d'autres compétences. C'est une infirmière qui est diplômée, qui a acquis des connaissances en fait théoriques et pratiques, qui lui permet de prendre des décisions complexes en fait, indispensables à la profession. Donc la pratique avancée recouvre des activités d'orientation, d'éducation, de prévention et de dépistage. Elle fait des actes d'évaluation, des conclusions cliniques, des actes techniques, des surveillances cliniques, paracliniques et des prescriptions. Alors les prescriptions, c'est un petit peu compliqué actuellement, les prescriptions au niveau des pratiques avancées. Elles ont la possibilité de faire des prescriptions, des traitements qui sont non soumis à prescription obligatoire, et elles ont habilité à faire des prescriptions, c'est-à-dire pas des changements de molécules, pas des primo-prescriptions, mais des changements de posologie en fait, sur des traitements qui sont déjà initiés par le médecin, sur des patients qui sont stabilisés. Où est-ce qu'on peut retrouver les infirmières en pratique avancée? On peut les retrouver en ambulatoire sur des équipes de soins primaires et on peut les retrouver en établissement de santé traditionnel, en hospitalisation chronique de patients en phase hospitalière. Donc l'IPA suivra des patients qui lui ont été confiés par le médecin, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'une IPA ne peut pas prendre en charge des patients si le médecin ne les lui a pas confiés. C'est vraiment une décision médicale. Il faut que le patient accepte d'être suivi par une IPA et tout ça se fait au regard d'un protocole d'organisation qui est co-construit par l'IPA et par les médecins. Donc au niveau des modalités de prise en charge, et ce qui est surtout important, c'est quelles sont les modalités de retour en fait entre l'IPA et le médecin quand l'IPA dit là ça ne relève plus de moi parce que le patient il est plus stabilisé, le patient est décompense, le traitement elle a essayé de le rétablir, de le réajuster mais ça va toujours pas, ou alors il y a beaucoup d'effets secondaires donc il faut changer de molécule, et donc s'il faut changer de molécule, il faut que le patient il retourne en fait au niveau du médecin. Le but, c'est l'amélioration de l'accessibilité aux soins pour avoir des consultations en fait, un peu plus rapides quand les médecins en fait, sont surchargés de consultations, amélioration de la qualité des soins, amélioration de l'état du patient, de la qualité de parcours du patient, des coûts liés à la santé, parce qu'une IPA, ça coûte moins cher qu'un médecin, et aussi, ce qui est important aussi pour les infirmiers, ça permet aussi une amélioration de la satisfaction professionnelle pour des infirmiers qui ont envie de progresser et qui donc peuvent faire un bac plus 5 et devenir IPA. Donc c'est 2 ans de formation, puisque c'est un Master 2, donc au niveau universitaire. On a 4 mentions actuellement, pathologie chronique, onco-hémato, maladie rénale chronique et psychiatrie santé mentale. On attend l'ouverture des urgences, mais ils ne sont pas tous d'accord sur quelles seront les compétences des infirmiers en pratique avancée au niveau des urgences. Beaucoup de compétences médicales qui sont données en Master 1 et Master 2, au niveau de la sémiologie, de la pharmacologie, des pathologies, des traitements, énormément. Beaucoup de stages, 2 mois de stage en première année, 4 mois de stage en deuxième année. Et après, il y a la RSPACA qui a beaucoup travaillé sur les conditions d'implantation, parce que c'est ça qui est très difficile actuellement. C'est implanter en fait les IPA dans les établissements de santé à cause des gens, parce que c'est un nouveau métier, parce qu'on ne sait pas trop à quoi ils servent, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va en faire. Donc du coup, la RSPACA a beaucoup travaillé en fait sur les conditions d'implantation en fait des IPA dans les établissements, et ils ont mis en place 7 recommandations qui permettent a priori de favoriser, de fluidifier en fait l'intégration des IPA dans les
les équipes, et par les soignants paramédicaux et par les soignants médicaux. Bon, il y en a 7, je vais pas vous les lire. Bonjour. Du coup, moi, je suis IPA, en fait, depuis juillet 2021. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu être IPA, comment intégrer la prise en charge et les objectifs visés. Et je vais ensuite vous expliquer la mise en pratique de ces éléments en fonction de mon expérience et les projets qui en découlent. Donc en fait, je suis à Sainte-Marie-Nice depuis 20 ans et je suis infirmière depuis 9 ans. Et l'évolution du diplôme infirmier jusqu'à présent était cadre de santé, poste où je ne me projetais pas forcément. Donc la pratique avancée, en fait, m'a offert la perspective de faire un nouveau métier, une évolution un peu différente et innovante, où l'expertise était valorisée, les compétences et le champ d'action étaient plus étendus. J'avais aussi la possibilité de donner une nouvelle dynamique à ce que j'aimais faire et pouvoir avoir un peu plus d'autonomie. Et la perspective de faire progresser la profession infirmière en santé mentale, d'exercer un leadership auprès de mes collègues infirmiers et de pouvoir suivre les patients de manière plus complète ont été les raisons essentielles en fait de mon choix. Donc la prise en charge par une IPA en fait concerne surtout les patients atteints d'une pathologie chronique et stabilisée. Et comme vous l'a expliqué Laurence, en fait, un protocole d'organisation est établi au préalable entre les médecins, l'IPA et les médecins et l'IPA déjà. Et ensuite, le psychiatre, le patient et l'IPA doivent donner leur accord en fait pour rentrer dans la prise en charge. Une fiche d'information que je vais vous montrer sur la prochaine diapo est alors établie et signée par les 3 personnes. Spécifiant les conditions de suivi, les conditions d'entrée dans la prise en charge, de suivi et de retour vers le médecin, le cas échéant. Donc l'IPA orientera le patient vers son psychiatre si elle constate une dégradation de son état, si le traitement doit être modifié ou en cas de difficulté qui ne peut pas être résolue par ses compétences. Donc en fait, là, c'est la fiche d'information qui est délivrée au patient, qui spécifie son identité, les conditions de prise en charge, de suivi, le nombre de suivis et les conditions de retour vers son médecin psychiatre. Donc le patient doit signer cette fiche, ainsi que le médecin et l'IPA. Donc les objectifs, plusieurs objectifs sont visés, mais le principal, c'est en fait d'éviter les hospitalisations trop fréquentes, trop rapprochées ou trop longues, et de redonner sa fonction première à l'hôpital, qui est la gestion de la crise. Donc pour cela, l'IPA met en place des interventions afin de prévenir les ruptures de soins et de les diminuer. Et de par ses compétences en analyse clinique, en gestion de situations complexes et par son degré d'autonomie, elle peut mettre en place des actions diverses, telles que des entretiens visant à évaluer l'état clinique du patient, à évaluer la bonne prise du traitement et les effets attendus ou indésirables. Elle peut aussi adapter et renouveler le traitement en cas de besoin, et prescrire des bilans sanguins pour le suivi médicamenteux. Elle favorise aussi l'articulation des parcours complexes, en mettant en lien en fait les différents acteurs évoluant sur le parcours de soins du patient à l'occasion de réunions pluridisciplinaires. L'IPA libère aussi du temps médical en prenant en soin en fait les patients qui nécessitent un suivi plus soutenu, en diminuant le temps d'attente pour un rendez-vous, en réalisant des évaluations cliniques, en effectuant des visites à domicile si besoin, ou en renouvelant des prescriptions. Donc elle ne se substitue pas au médecin, mais elle allège sa charge de travail en effectuant certains actes qui lui sont dévolus en fait.
Donc elle devient un interlocuteur privilégié, puisqu'en fait elle est au cœur de la prise en charge, qu'elle a une bonne connaissance du patient, mais aussi de tous les différents professionnels qui gravitent autour de lui. Donc la personne, elle sera en fait une personne vers qui le patient pourra se tourner, le patient ainsi que son entourage, pour faire le lien et passer les informations entre les divers professionnels. Alors, pour ce qui est de mon expérience, en fait, elle est assez courte, puisque j'ai obtenu mon diplôme en juillet 2021, donc ça fait que 4 mois. Mais bon, je vais vous parler de ma position actuelle, où ça en est actuellement. Donc, nous sommes sur le site de Nice, 3 IPA sortis de la même promotion, et l'implantation, en fait, est progressive. Donc, pour ma part, j'exerce sur le pôle de psychiatrie générale Nord, ainsi que son CMP. Et en fait, je suis 1 jour par semaine sur chaque service, en fait, pour apprendre à connaître tous les patients du pôle, pour participer aux synthèses, pour suivre leurs projets et pour pouvoir ensuite continuer à les suivre en extra-hospitalier. Mais mon planning, en fait, est modulable en fonction des situations et des besoins. Donc, la pratique avancée actuellement est peu connue. Et ce qu'il faut en priorité, c'est la faire connaître et reconnaître, donc par les équipes, par les professionnels, mais aussi par les patients. Et en fait, je dois montrer que ma situation actuelle, ma fonction actuelle est différente en fait de celle d'infirmière. Donc pour cela, j'ai élaboré un panneau informatif que j'ai affiché au CMP afin de me présenter et d'informer, mais aussi d'expliquer aux usagers qu'une nouvelle prise en charge était possible. En intra-hospitalier, en fait, je suis dans les services avec les équipes afin de faire connaître et d'exercer de me faire connaître et d'exercer en fait mes compétences. Donc au début, les équipes ne me situaient pas très bien, c'était un petit peu compliqué de trouver la place. Mais petit à petit, en fait, ils commencent à se rendre compte que je peux leur être utile, en fait, en prenant les patients en entretien quand le médecin ne le peut pas ou en complément du médecin, en les conseillant, en faisant le relais en fait entre eux et les médecins ou les divers intervenants, ou en les suppléant pour accompagner les patients dans certaines difficultés du quotidien. Le but est de démontrer que je ne suis pas là pour compliquer les soins du patient ou les surcharger, mais pour l'alléger, et en prenant en charge tout ce qui n'est pas possible de réaliser ou à cause du manque de temps, de disponibilité ou manque de compétences. Et quand je parle de manque de compétences, ce n'est pas du tout péjoratif, c'est juste que les infirmiers en fait ont un domaine de compétences limité. Et en fait, moi j'ai acquis une extension en fait de celle-ci que je peux mettre en fait à leur service. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de rapport de hiérarchie en fait entre les infirmiers et les IPA, donc c'est facilitateur, on va dire, pour la communication et pour les échanges. Donc ça, c'est le panneau qui a été mis en place au CMP pour informer les patients et leur expliquer un petit peu la nouvelle prise en charge et me présenter, donner les jours où je suis présente sur le CMP. Et voilà. Au niveau des projets, en fait, je peux réaliser des consultations en autonomie. Donc, en effet, le temps pour obtenir un rendez-vous médical sur le CMP après une sortie d'hospitalisation est d'environ 1 mois et demi. Donc, je propose de voir le patient plus rapidement, environ 15 jours après sa sortie, en attendant qu'il voie le médecin. Et je peux alors évaluer sa thymie, les obstacles rencontrés au domicile, son observance des traitements et réagir plus tôt en cas de difficulté. La mission actuelle qui nous tient à cœur sur le pôle, en fait, c'est de recréer le lien entre l'intra et l'extra-hospitalier. En effet, les deux entités, même si elles sont
complémentaires et doivent s'articuler ensemble, ne le sont pas toujours, et la communication doit être encore améliorée. Donc les collègues de l'Intra ne connaissent pas forcément le travail des CMP, et les CMP ne comprennent pas toujours certaines décisions prises en intra-hospitalier. Malgré l'existence d'un logiciel commun, en fait, certaines informations aussi sont diluées. Donc, nous avons élaboré dans un premier temps là, un questionnaire diffusé en intra-hospitalier et en CMP, afin de sensibiliser les professionnels à ce problème et les questionner sur les actions qui pourraient être mises en place pour améliorer la qualité des échanges. Il est actuellement, il n'est pas encore, il est en phase de dépouillement en fait, mais en tout cas, ce que je peux déjà vous dire, ce qu'il en ressort surtout en priorité, c'est le besoin de réunions pluridisciplinaires communes plus fréquentes. La mise en place d'évaluation des pratiques professionnelles, ainsi qu'une implication dans le comité d'éthique, la mise en place d'éducation à la santé à destination des patients, ainsi que des formations aux équipes, puisque certains en ont exprimé le besoin, est aussi dans mes projets. J'ai également été présentée pour être référente sur les violences faites aux femmes en réponse à la demande de l'ARS suite au Grenelle sur la lutte contre les violences conjugales. Voilà, donc il y aura si c'est accepté, en fait, il y aura une formation et je serai en capacité de sensibiliser, de donner les outils nécessaires aux équipes pour repérer et prendre en charge et orienter les femmes victimes de violences. Je vais pouvoir également aider les médecins à la mise en place de la régulation des indicateurs de qualité et sécurité des soins demandés par l'HAS, puisqu'en effet, depuis le 1er juillet, cela concerne également les structures ambulatoires, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Et au regard de la file active assez importante des CMP, cette régulation demande un travail médical assez conséquent. Et du coup, je pourrais prendre en charge certains aspects, ce qui dégagera du temps aux médecins, tels que prescrire les bilans sanguins qui doivent être faits une fois par an, ainsi que les ECG, renseigner les critères obligatoires demandés, évaluer les facteurs de risque somatique ainsi que les addictions. Voilà. Donc en conclusion, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur l'IPA, mais j'espère vous avoir montré que le champ d'action est assez large pour pouvoir améliorer la prise en charge du patient de manière plus globale. Elle est certes un acteur de plus dans les professions de la santé, en fait, mais ses compétences et son expertise lui permettent de simplifier le parcours parfois complexe des patients, en libérant du temps médical, en faisant le lien entre tous les professionnels et en apportant une autre vision du soin. La mise en place est graduelle puisque c'est un nouveau métier, une nouvelle prise en charge, mais je suis convaincue qu'une fois implantée, la plus-value, comme dans les autres pays où elle est déjà mise en place, ne sera plus à démontrer et fera partie intégrante du paysage de la santé. Merci. Merci, mesdames, pour cette présentation. On va présenter ce beau métier. Il est à noter également la volonté de l'association de former des IPA sur ces territoires. Et ça, c'est important de le signaler. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce nouveau métier ? J'ai envie de... Merci d'abord, j'ai envie de vous provoquer un peu. Allez-y. Parce que ou bien l'IPA, effectivement, libère du temps médical. Je trouve ça triste et peu ambitieux. Ou bien l'IPA est une nouvelle offre de soins au service du patient. Et d'abord ça. Ce qui pose la question, me semble-t-il, je n'ai pas la réponse, mais ce qui pose la question de l'association, est-ce que vous restez sur le secteur nord de Nice, libérant du temps médical, participant aux réunions de concertation professionnelle, pluriprofessionnelle, l'intra, l'extra, etc. Ou bien, est-ce que sur Nice,
se construit une cohorte de patients suivis par une équipe IPA, en partenariat bien sûr avec les autres professionnels, y compris médicaux. Je ne sais pas si vous voyez la différence que je fais. C'est-à-dire que dans un premier cas, je vais vous provoquer, hein, c'est l'IPA à la culotte du médecin. Dans un deuxième... Non, mais je provoque, hein, non mais prenez-le... la culotte... Dans le deuxième cas, encore une fois, c'est l'élaboration d'une offre nouvelle avec, je dirais, tout le savoir-faire que ça va apporter, c'est ma conviction, pour le parcours de soins du patient. Si vous restez collé au médecin, je crains que vous ne soyez pas aussi heureuse que vous devriez l'être. Ça, c'est pas grave. Je crains que les patients ne trouvent pas auprès de vous tout ce qu'ils pourraient y trouver, et en particulier leur parcours de soins. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais il me semble qu'il y a deux philosophies, et Madame Durand, Madame Copé, c'est que, je l'ai dit hier, hein, c'est quelque chose à travailler sur qu'est-ce qu'on veut, quel modèle IPA l'association veut, mais j'aimerais avoir votre avis, et j'espère que là aussi que j'ai été clair dans ma question. Je n'ai pas bien dormi, donc je suis un peu... Si je peux me permettre de répondre. Alors, moi, je m'occupe en fait à l'université de la formation des IPA, puisque je suis maître de conférence à la fac de Nice. Donc, j'ai participé à la création en fait de l'ingénierie pédagogique du master. Et du coup, j'étudie les cohortes, en fait, la première cohorte qui est sortie là en juillet, plus les deux qui sont en cours. La problématique qu'on a actuellement sur les étudiants, enfin sur les IPA qui sont sortis, c'est aussi une résistance au changement. C'est un nouveau métier, donc pour l'instant, on est obligé de faire avec ce que les gens nous autorisent à faire. On peut pas, en fait, les IPA actuellement dépendent en fait des médecins qui leur adressent les patients. Donc en fait, on ne peut faire qu'avec ce que les médecins autorisent les IPA à faire, notamment par rapport au protocole d'organisation. Après, effectivement, sur les IPA qui sont sortis depuis 2 ans, qui ont fait des entretiens, etc., en fait, ce que certains disent, c'est qu'ils sont enfin infirmiers depuis qu'ils sont IPA. Parce qu'en fait, ils peuvent aller jusqu'au bout de leur raisonnement clinique, jusqu'au bout de leur prise en charge, effectivement. Donc oui, dans l'idéal, nous, on tendrait à faire... à faire effectivement des IPA en plus dans l'offre de soins, c'est du rôle infirmier, mais du rôle infirmier jusqu'au bout du raisonnement clinique infirmier. Et nous, on tendrait vers ça. Sauf qu'en fait, il faut faire avec aussi. C'est un nouveau métier. Il ne faut pas brusquer tout le monde dans l'organisation des soins qu'il y a actuellement. Donc, il faut rentrer doucement aussi. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut construire dans cette marine ? Nous, on aimerait bien ça, ce que vous proposez. Mais ce n'est pas nous qui sommes détenteurs, en fait. Hein, mais nous, on voudrait ça. À terme, on voudrait, oui. C'est l'idéal. Bonjour. Je vais poser une question concernant l'orientation médicale vers les IPA. Je suis là, en fait, sur le côté. Là. Bonjour. Donc, par rapport à l'orientation médicale, je voulais savoir si c'était uniquement les médecins psychiatres qui sont rattachés au secteur de l'IPA qui peuvent faire l'orientation vers son suivi, ou si dans le cadre notamment des maisons pluriprofessionnelles de santé, ça peut être également un médecin généraliste par exemple, ou un autre médecin qui peut faire l'orientation. Alors ça, vous touchez en fait à l'organisation des IPA, mais dans toutes les mentions, c'est-à-dire que en fait, Mélinda, elle est IPA en psychiatrie et santé mentale. Vous avez des soignants qui sont IPA en pathologie chronique, et en fait, dans les maisons de santé, les médecins généralistes seront amenés à travailler avec des 10 IPA en pathologie chronique. D'ailleurs, à Sainte-Marie, en fait, il y a une IPA en pathologie chronique à Sainte-Marie-Nice qui rentre en formation à M1 cette année pour travailler sur les pathologies chroniques des patients en psychiatrie sur Nice. Mais les psychiatres vont orienter sur les IPA en mention santé mentale et les médecins généralistes vers les IPA en pathologie chronique. En fait, c'est comme ça que ça va fonctionner. On peut pas, un psychiatre ne peut pas adresser à une PCS, une IPA en formation, en mention pathologie chronique, et un généraliste ne peut pas adresser en une mention psychiatrie. Actuellement, c'est comme ça. C'est très très verrouillé. Le décret actuellement, il est très très verrouillé. On ne sait pas comment il va évoluer. Il va forcément évoluer, mais pour l'instant, c'est un peu très verrouillé. Bonjour, Frédéric Delmas, directeur adjoint des opérations sanitaires au Puy-en-Velay.
Vous avez répondu en partie à mes questions. C'était justement la place des IPA spécialisés en maladies chroniques pour les soins somatiques en psychiatrie. Vous avez en partie répondu. C'était la première question. Une deuxième question, la réaction des patients. Est-ce que vous avez évoqué le consentement du patient? Est-ce que vous avez été confronté à des refus? Et puis après, peut-être une question aussi, les freins et les leviers, parce que je sais que c'est une formation qui est quand même qui demande un investissement à la fois pour l'établissement mais pour la personne qui se forme aussi. Voilà, est-ce que vous avez eu des difficultés particulières et quels leviers vous avez mis en œuvre aussi pour y remédier? Merci. Alors moi, en fait, par rapport aux patients et à leurs réactions, comme je vous l'ai dit, en fait, j'ai la chance d'être sur Sainte-Marie-Nice depuis longtemps. Et c'est vrai que je connaissais déjà beaucoup de patients me connaissaient. Donc, alors déjà, quand ils ont vu le petit panneau affiché au CMP, ils sont venus directement me voir en me disant bon, ils ont suivi en plus ma formation, puisque la formation, c'est 1 semaine par mois, donc le reste du temps, je continue à travailler. Donc, ils ont suivi un peu l'évolution sur les 2 ans. Et en fait, jusqu'à présent, en tout cas, j'ai pas essuyé de refus parce que justement, ils me connaissaient déjà. Donc, je pense que ça, c'est quand même un élément facilitateur. Je pense que c'est bien que la personne soit dans l'établissement déjà depuis un certain moment pour pouvoir accéder quand même plus facilement aux patients, on va dire. Et voilà, pour ce qui est des refus, pour l'instant, j'en ai pas encore eu. Bon, après, j'ai pas une très grosse file active encore, puisque ça fait que 4 mois, mais il va y avoir une dizaine de patients et pour l'instant, il n'y en a aucun qui a refusé. Au contraire, ils étaient plutôt contents que je puisse les suivre un peu plus, de manière un peu plus complète, on va dire. Ouais, en fait, au niveau de l'université, en fait, c'est Madame Ivaldi, qui est directrice de l'IFSI de la Gode, en fait, qui a travaillé sur le dossier d'accréditation de l'Université Côte d'Azur pour cette mention IPA. Et en fait, ils ont fait le choix de faire des études d'1 semaine par mois. Ce qui permet aussi, par rapport aux freins, qui pourraient être un frein financier des établissements, parce que former quelqu'un pendant 2 ans, détacher des soignants pendant 2 ans, ça a un coût qui est énorme. Et donc du coup, ils ont fait une formation qui a été validée en fait par le ministère sur 1 semaine de formation par mois, sur 2 fois 10 mois en fait, de septembre à juin, ce qui permet déjà aux infirmiers libéraux de se former, parce que sans ça, les infirmiers libéraux ils fermaient leur cabinet. Et aussi pour les soignants des établissements, ça permet de détacher que, entre guillemets, 1 semaine par mois les soignants des établissements, et après les autres semaines ils travaillent, sauf quand ils sont en stage. En revanche, la contrepartie, c'est que ça demande un travail personnel énorme, du coup, parce qu'il faut compenser du coup les heures en fait qui n'ont pas pu être faites sur site, et donc du coup, ça demande un investissement des IPA, des étudiants qui est important. Mais c'est un côté facilitateur parce que ça coûte moins cher d'envoyer une personne se fermer 1 semaine par mois que l'envoyer à temps plein, quoi. Donc c'était un choix aussi de Madame Ivaldi quand elle a créé le master. On a répondu à vos questions. On va conclure avec peut-être la dernière question pour le professeur. Oui, quand j'étais en réalité directeur du FR Médecine, c'était le nouveau terme, c'était pas doyen, je m'occupais beaucoup de démographie médicale, au sens large, c'est-à-dire les médecins et les infirmiers et infirmières. J'ai participé d'ailleurs à l'universitarisation des IFSI. Et ce qui se passe en termes de démographie, on dit en France, il n'y a pas assez de médecins. Donc il y en a beaucoup, on en forme beaucoup, 8 à 9 000 par an, ça coûte très cher, 15 000 € par étudiant et par an pendant 10 ans minimum. On forme aussi des infirmiers, on forme des infirmières et des IPA. Les médecins ne s'installent pas. Jusqu'à 40-50% de médecins formés dans certaines facultés ne s'installent pas ou s'installent 10 ans après, à temps très partiel. Les infirmiers et les infirmières s'installent, les IPA s'installent et travaillent. Il n'y a pas de commune mesure entre les deux. Et je suis d'accord avec le professeur Ollier pour dire que vous n'êtes pas là pour libérer du temps médical. C'est une profession de santé à part entière, qui a beaucoup d'avenir et qui va, à mon avis, résoudre un certain nombre de problèmes. Alors c'est très récent, mais je pense que très vite ça va se développer et ça fera partie du parcours de santé au Canada. Vous arrivez au CHU de Montréal, en urgence, vous êtes vu par une IPA. Et toute la journée, surveillé, et on ne passe le relais si c'est un problème de neurologie, au neurologue,
qu'après les certitudes de l'IPA. Et ça marche très bien. Et je pense que c'est l'avenir parce que la profession médicale est en péril actuellement en France à cause de l'attitude de nos étudiants qui font médecine et puis qui ne s'installent pas, qui font autre chose, ou qui attendent pour s'installer, ou qui font que du remplacement, avec des honoraires considérables d'ailleurs, certains week-ends, on le sait bien, ça pose de gros problèmes, alors que ce n'est pas du tout ce qui se passe dans le milieu infirmier spécialisé d'une certaine façon, enfin l'IPA. Voilà, c'est une remarque, c'est un commentaire, et personnellement, je continue un peu à me battre pour ça, pour votre promotion. Merci. Merci à tous. Cette première session de la journée se termine. Donc nous allons passer à l'étape suivante, qui est la pause. C'est la pause. Merci.